Tiers livre. Le mercredi, c'est les carnets. Les carnets, c'est un peu spécial parce que on commence, mais sans savoir du tout où on va. C'est une suite de petits rendez-vous avec une table des matières en dessous. Et donc, collecter tout au long de la semaine, ce truc, dire « ça faut que tu te le chopes. Ça faut que tu te le chopes. Ça faut que tu te le chopes. » Puis tu te fabriques une petite boîte avec le micro là tout près, avec les loupiottes pas loin, et puis deux petits écrans, comme si on parlait à quelqu'un et comme si on enregistrait à pas quelqu'un. Un peu autrefois, c'est-à-dire que si je m'assois normalement, je sors du champ et ça va pas. Mais si je me tasse un peu, comme quand on chuchote, ça peut tenter de marcher. On y va. C'était une expression familiale. Mon père disait on aurait mieux fait de faire marchand de chien. Puis il parlait d'un gars qui s'appelait Jacobi, je crois, le père Jacobi, qui avait fait marchand de chien, qui avait certainement moins de problèmes que nous à vendre ses chiens. Et c'est un truc qui m'est toujours resté dans la tête, au point que même quelquefois dans ma vie internet, quand on a commencé à faire des boutiques, j'avais commencé à faire une boutique d'accessoires pour chiens. Je me disais, après tout, je pourrais vivre de vendre des articles de chiens sur internet. Et je l'ai fait, mais je n'osais pas le faire à visage découvert. Finalement, bon, il y a d'autres boutiques qui sont venues maintenant. Il y a tout ce que vous voulez en boutique de chiens sur internet. Mais ce thème du chien m'a toujours... Bon, probablement c'est des trucs d'enfance d'avoir été avec un chien. Là, j'étais 3 jours au sud de Nantes, là, sur le territoire de Grandlieu. Je m'étais arrêté dans un tout petit hameau à cause d'une très belle ruine d'un vieux moulin. Et puis, il y a des vieux panneaux de tôle ondulée, mais qui rouillaient, des fenêtres avec des toiles d'araignée. Donc c'était juste pour le plaisir de faire quelques photos. Et puis là, c'est une espèce d'aboiement qui continuait, mais ce n'est pas un aboiement agressif. Et j'approche, et quand j'approche, le chien, au lieu de devenir fou comme certains, non, au contraire, bat la queue. C'est un très très beau chien, dans une espèce de stalle en ciment, vous savez, il a à peine 1m50 sur 1m50, et encore, ça puait, et il était tout seul, cette pauvre bête. C'était un chien de chasse, mais un beau chien. Du coup, j'avais un reste de sandwich, parce que le midi, j'avais fait l'autoroute. J'ai apporté mon reste de sandwich, je lui ai donné. Donc on a un peu fraternisé, malgré l'odeur. Alors, cette histoire de chien, ça me reste comme ça dans la tête. Cette amitié avec ce chien, on reçoit une amitié, on en fait quoi? Il est témoin d'un gars qui passe, qui lui donne à bouffer. Il en fait quoi? Je pouvais pas rester, je pouvais pas l'emmener. Est-ce que ça fait des carnets, ça? Pas tellement, mais par exemple, du temps que j'étais à Cergy, une fois, on a reçu une fille qui terminait ses études à Otis College à Los Angeles. C'est une fille qui, sur son site, elle avait ce culot de dire « Je viens chez vous et je fais le portrait de votre animal ». Alors évidemment, aux US, c'est un petit peu différent. À San Francisco, il y a plus de chiens que d'enfants, paraît-il. Et c'est bizarre le rapport des Américains à leurs chiens, avec ceux qui les promènent par 10 dans New York, avec ces lieux où vous pouvez les laisser à Philadelphie, en pleine ville. Et puis là, il y a des gens qui les éduquent et qui font de la psychologie. Est-ce que j'aurais pu faire psychologue pour chiens? Est-ce que ça m'aurait sauvé la mise par rapport à ce qui se passe rien dans nos métiers d'écrivain? Je sais pas, c'est un peu trop tard. Mais donc cette fille, Jeannette quelque chose, elle proposait, vous donnez 250 $, elle vient chez vous et elle vous fait un portrait de votre chien à mettre sur le mur. Il y a de la honte là-dedans? Non, Hopper, il faisait ça pour vos maisons secondaires. Et moi, j'avais fait un article sur mon site, et il y est toujours, où je disais, si vous voulez, je vous fais un livre sur votre chien. Je vous fais 80 pages. Il faut juste que je vienne 3 fois chez vous et que j'ai des moments tout seul avec le chien.
Et j'aimerais le faire. Je tape là. J'avais dit 1200 balles. Pour 1200 balles, je viens 3 fois chez vous et je vous fais 80 pages sur votre chien. Maintenant, avec le print on demand, tu peux même vous livrer le livre. Qu'est-ce que j'aimerais de faire? Des livres qui soient des portraits de chiens. En m'interrogeant plus, comme ça, sur le chien, c'est cette idée de suivi, d'obéissance. Quel que soit le maître peut être con comme il est. Avec moi, ce serait même un peu pareil. Le chien, il se fait à la semblance du maître. Enfin, tu vois le chien, tu comprends le type qui marche devant. Peut-être que c'est ce qui fascine les bons hommes dans le chien, cette capacité de confiance dans l'obéissance. Évidemment, on ne peut pas jouer ça entre nous, mais j'y pensais aussi pour ce truc de l'aventure, de l'impro sur vidéo. C'est-à-dire, tu lances le petit bouton rouge et tu sais pas ce que tu vas dire. Sauf que tu sais qu'en parlant de chien, tu voudrais aussi parler de cette confiance d'obéissance. Est-ce que là, ton matériel vidéo, c'est du chien parce que la vidéo te suit dans l'obéissance? Et pourtant, ce truc, ça résiste de tous ses réglages, ça résiste de toute sa technique, ça peut tout foirer, louper. Tiens, par exemple, là, je vais laisser cette lumpiote, c'est pas celle-là, alors que c'est plutôt celle-ci que je mets en arrière. Là, comme ça, de travers. Donc ça obéit et ça obéit pas, et c'est le discours. C'est-à-dire que son propre discours, c'est un discours qui vous suit et vous obéit, qui se fait à votre semblance, comme ces types qu'on trouve très cons. Et on se dit, pauvre chien, ça ne doit pas être le bonheur. Mais on voit comment le chien, il obéit quand même. Quelquefois, il faudrait se dire que ce qu'il y a d'important à dire dans le carnet, ce serait ça. C'est-à-dire que cette impro, elle est comme ton chien. Ton chien qui te suit et qui t'obéit, mais elle ne sera jamais mieux que toi. Elle peut pas. Elle te révèle comme t'es, comme le chien révèle le gros beauf qui marche devant. Ou celui qui avait laissé ce brave chien qui était mon copain et qui sentait tellement mauvais. Fin du chien, suite du carnet. Vous croyez que c'est un exercice facile? Ben non, c'est pas un exercice facile du tout. Ces questions d'animal, on trouve de plus en plus dans les bouquins, cette question du rapport à l'animal. C'est pas neuf, sortir l'animal que t'as en toi, qui t'as à l'intérieur de toi. Chien, ça va. Mais si tu penses singe qui mord, singe qui n'est pas très malin, singe qui aurait des vengeances à notre égard, qui lui supprimons ses territoires, en quoi on serait une espèce qui aurait mieux évolué que lui, et parce qu'on aurait évolué différemment avec nos 97,5% d'ADN exactement comme les siens? Est-ce qu'on a le droit? À l'intérieur de toi, c'est quoi le singe en toi? Celui qui vole, qui agrippe et tout ça. Des fois, j'y pense à cause de cette question d'agilité et des articulations. Quand tu es dans l'âge et quand tu es dans... T'as mal aux articulations. Le matin, il faut du temps pour se sortir de soi. J'y arrive mieux depuis que je danse, comme je vous ai dit l'autre jour. Danser m'aide à reconstituer la souplesse articulaire, mais j'ai pas encore retrouvé le singe. Des fois, dans la littérature asiatique, dans la littérature chinoise, il y a des belles choses sur le singe. Je marche vers mon singe. Marcher vers son singe, c'est plus intéressant par certains points de vue que de se laisser rejoindre par son chien. Après, je ne sais pas l'animal qu'on a en soi. Probablement pour chacun, c'est différent. Je connais mon chien, mais je ne connais pas mon singe. Où ça nous emmène? Au point suivant, pas plus. Ah, souvent, on parle des histoires d'Internet ici. Et ça, pour moi, c'est important. Soit directement sur le truc. Alors, est-ce qu'il faut faire des copies écran, des machins? Je sais pas. Mais quand même, là, peut-être tout à l'heure, là, je vais vous en faire
quelques-unes et puis je les rajouterai en montage. Il y a un type étrange qui vit à Toronto, je crois, ou Vancouver, à Seattle, mais je crois qu'il est de Toronto. Et il s'appelle Christian Burke. Et Christian Burke, je l'ai découvert par Kenneth Goldsmith, et c'est quelqu'un qui a fait des choses, a priori, nous, dans l'Oulipo, on saurait aussi faire. Il a lu 6 fois de suite, intégralement, manuellement, je ne sais plus quel dictionnaire classique de la langue anglaise, disons-nous, par exemple, le petit Robert, et il se prendrait et il relève, une fois il a fait le parcours avec tous les mots qui n'ont que des A, et tous les mots qui n'ont que des O, et tous les mots qui n'ont que des I, et tous les mots que... Alors évidemment, c'est pas énorme à chaque fois, mais il a fait 6 livres tout entiers composés de récits, de mots qui n'avaient qu'une seule lettre. Alors évidemment, Pérec a fait ça sans négativement avec la disparition, il a fait les revenantes seulement avec des... on n'a pas fait l'exercice, je ne sais pas si ça marcherait, mais enfin en tout cas, quand on lit ce truc de Christian Burke, c'est-à-dire qu'ensuite il y a un moment où tu as cette masse qui dépourvue de sens, de logique, sinon le protocole de sa quête, et il faut que tu l'organises. Mais le moment où tu l'organises, tu es travaillé par tout ça, par ton impossibilité, par ces trucs de résonance, de rythme. Et finalement, les textes, quand il y en a des extraits dans l'écriture sans écriture, ben, ça devient comme aussi des métaphores de writing, qui s'écrit avec 2 i. Christian Burke a fait d'autres choses. Par exemple, il a pris des bactéries, vous savez, ces bactéries qui survivent dans le vide, qui survivent dans l'extrême froid, a priori des bactéries beaucoup plus anciennes que l'homme, mais des bactéries qui donc peuvent survivre à la disparition de l'homme. Eh bien, dans l'ADN de ces bactéries, il a crypté des poèmes qu'il a insérés dans leur ADN. C'est-à-dire que dans leur ADN, il y a une part cryptée qui peut refabriquer des poèmes, qui ne sont pas des poèmes qui sont inscrits dans la bactérie. C'est, si vous déchiffrez cette matrice cryptée, et on peut la déchiffrer parce qu'elle n'a pas raison d'être dans l'ADN de ces bactéries, des poèmes vont se générer. C'est balèze, non? Eh bien, Christian Burke, sur son Facebook, balance les 960 mots anglais dont l'ordre des lettres suit l'ordre alphabétique. Bon, moi je trouve ça rigolo, parce que là encore, ça donne une espèce de distorsion de la langue. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ça, je partage. Immédiatement, ça commence à discuter, à se greffer, et toc, un gars que j'avais jamais vraiment échangé dans mes trucs Facebook, il produit les 260 mots français qui, eux aussi, alors il y en a 260 en français, alors qu'il y en a 960 en anglais. Et lui, tout ce qu'il trouvait à dire comme commentaire, ah ben voilà à quoi j'ai consacré mon déjeuner. Moralité, je sais pas du tout où il bosse, mais le pauvre, on l'avait privé de sa cantine et de son plateau repas, c'est ça qu'il a fait à sa place. À côté de ça, il y en a d'autres, il y en a mon copain Bernard Bretonnière, lui qui a fait comme ça une liste des auteurs dont les noms suivent l'ordre alphabétique. A, B, Arnaud, Bertina. Et il continuait comme ça, mais ça, c'est Bretonnière. Et du coup, un autre, mais lui qui n'a rien à voir avec tout ça, mais je crois qu'il a bossé dans l'informatique, mais qui est un retraité, qui habite pas très loin, mais qui est très présent aussi dans ce genre de commentaires. Il dit, mais et si on faisait l'inverse? Et hop, à l'heure du goûter, mon informaticien produit. Et vous savez quoi? Il y avait 260 mots français dont l'ordre des lettres suit l'ordre alphabétique. Et quand il a appliqué son algorithme à l'ordre inverse, il y en avait 259. La langue française est asymétrique. Alors je dis ça de mémoire. Là, je vous mets les copies écran. Je ne sais pas trop où. C'est tout à l'heure que je vais les mettre. Mais cette dissymétrie profonde de la langue française, à un mot près, portant plus vers l'ordre alphabétique inverse que l'ordre alphabétique, ça m'a mis dans un abîme. Et c'est ça encore où ça se rajoute. Vous croyez que c'est fini? Non. On s'est aperçu que Jacques Réda, en 1996, avait publié un livre dont le titre, totalement inventé, était basé sur cet ordre alphabétique. Et que dans l'Oulipo, vers ces années-là, ils avaient déjà fait toutes ces expériences. Mais Christian Burke ne le savait pas. C'est à la fois la magie du web, la magie de la langue,
ces échanges à l'envers, et puis tout d'un coup aussi, cette espèce de résistance matérielle, cette ossature de la langue, quand on arrive à la toucher presque en tant que squelette. Le squelette de la langue, tel que, après, on le laisse fluer, nous, dans nos proses, dans nos images, dans nos rêves. Ah, c'était une bonne journée sur Facebook. Alors, une journée, ouais, j'ai pas tout compris quand t'as parlé de technique. Et si tout d'un coup, on se disait qu'à chaque fois, comme on parle des trucs d'internet, on se parlait aussi d'un truc technique. Alors comme ça, ceux qui n'ont pas envie de technique, ils n'écoutent pas, ils cliquent juste en dessous dans la table des matières pour aller au point suivant. Qu'est-ce qui m'a étonné? C'est parti d'un blog photo. Le gars, il expliquait comment Photoshop transforme les photos couleur en photos noir et blanc. Vous savez qu'on peut le faire directement sur l'appareil photo, vous transformez votre capteur en monochrome, il y a un petit bouton pour ça, mais en fait plus personne le fait. On fait de toute façon la photo, et puis quand on est sur son Lightroom ou son Photoshop, alors c'est tout simple, il y a plein de méthodes. Par exemple, vous prenez l'indice de saturation et vous le baissez à 0. Tenez, là, je le fais. On est en saturation 0, on est passé en noir et blanc. Apparemment, mais pour la photo c'est plus compliqué, parce que le noir et blanc, en fait, le vert on le voit lumineux, le rouge on le voit moins lumineux, et le bleu on le voit sombre. C'est-à-dire que Photoshop, quand vous appliquez le filtre de fabriquer la photo noir et blanc à partir de la vôtre, il va calculer un bleu, un vert, un rouge. Alors ça, a priori, on est toujours dans le connu. Mais simplement vient encore autre chose. Pourquoi le vert est plus lumineux? Alors, c'est des théories que on lisait déjà il y a une vingtaine d'années pour les chercheurs. Par exemple, les animaux qui sont sensibles au mouvement. Et puis, si quelque chose ne bouge pas, même un tigre ne sera pas équipé à le détecter. Et puis, pour nous, le fait que les petits mammifères... La spécialisation des cônes dans les pupilles, a priori, même la distinction des couleurs par rapport au chien ou au cheval qui voit monochrome, cette spécialisation des petits bâtonnets de couleurs, c'était ces petites bestioles à l'origine arboricoles. Vous avez vu les petits bébés, quand vous leur passez le doigt dans le pied, ils font comme ça. Et ce réflexe préhensile du pied, Lucie et autres, ça fait quand même plus de 7 millions d'années que notre espèce n'est plus arboricole. Mais l'enfant naît avec ce réflexe préhensile du pied. Après, il le perd au moment de la marche. Je sais, vers 18 mois, par là en tout cas, il n'y a plus du tout ce truc du pied préhensile. C'est quand même des mystères. Alors on avait ce truc-là, on avait ces petites bestioles, il fallait qu'elles s'équipent pour voir, disons, on bouffait des charognes. Je dis on, pas que moi. Donc bouffer des charognes, ça impliquait, contrairement aux tigres, de voir l'immobile qui se distingue par la couleur. Les ours, eux, c'est facile, c'est l'odorat. Dans les parcs US, ils mettent des boîtes à odeurs, parce que sinon, les ours, ils rappliquent de kilomètres. Pourquoi je raconte ça? Eh bien, parce que des petits bâtonnets verts, on en a plus que de petits bâtonnets bleus et de petits bâtonnets rouges. On pense même qu'il y a à peu près le double de bâtonnets verts que de bâtonnets bleus et de bâtonnets rouges. Est-ce que c'est lié à cette idée d'espèces arboricoles qui ont besoin de se repérer dans la savane? C'est des théories qui peuvent être contestables, mais en tout cas, c'est comme le réflexe préhensile du pied. C'est quelque chose d'extrêmement vieux. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit que tous ces cons d'appareils, le petit con d'appareil qui est là au-dessus de ma tronche, comme le moins con d'appareil qui est là face à moi, dans le capteur, il y a plus de capteurs de vert que de capteurs de bleu et de capteurs de rouge. C'est quand même bizarre que ces capteurs, on les ait fait de la même façon que la rétine, en s'appuyant sur cette question d'une prégnance du vert qui, a priori, vient de tellement loin, se repérer dans une forêt, se débrouiller dans une savane.
On va pas surcharger ça. C'est-à-dire que la question, c'est pas la technique pour la technique. Et c'est là, c'est en quoi la perception de ces critères techniques dans nos petits bousins, le petit bousin qui est là, ou le grand bousin qui est là, nous aide, si on comprend comment ils travaillent, eux, dans leurs algorithmes, à pousser, à distendre cette question d'image pour qu'elle devienne du récit. Comment faire en sorte que si notre récit s'ébauche à partir de cette technologie qui me fait face, comprendre cette technologie, c'est pousser la distorsion qui va faire venir le récit là, dans le présent. C'est pour ça que ça vaut le coup, pour moi, de me faire mes petits carnets. Point suivant. Je m'étais promis que chaque fois que je ferais des carnets, je chanterais. Quand je chante tout seul, je suis très fort pour chanter seul. Mais quand il s'agit de chanter en public, comme là, je suis en public, c'est beaucoup moins facile. Et puis ensuite, tu chantes quoi? C'est-à-dire, en ce moment, j'ai bien renoué avec l'écriture. Dans mon carnet, je vous raconterai à peu près où j'en suis chaque fois. Ça m'aide, parce que c'est pas facile de maintenir l'écriture quand on a ces outils-là qui permettent une publication tellement plus ample dans la multiplicité des strates. N'empêche que si on garde cette strate très fine, très écrétée, mais qui est monodique, qui s'appelle uniquement syntaxe et travail de la phrase, bien, évidemment, la construction, la lenteur, le découplage par rapport au réel, les questions strictes d'intérieur, de langue, de syntaxe et de rythme et tout ça, ben, on se sent quand même un petit peu écrivain, même là avec nos petites machines. Par contre, à chaque fois que j'entends d'autres vidéastes balancer des impros de langue, je me dis « Wow, qu'ils sont forts !» Et j'aurais bien envie de rentrer moi aussi, de retrouver ce goût de la libre improvisation de phrases. Et je l'ai oralement, c'est pour ça que je suis complètement accro à ces vidéos et donc à ces carnets. Mais je ne sais plus le faire dans l'écriture. Alors je me dis, si je chante, il faut que je fasse les paroles d'une chanson. Alors c'était venu, ça faisait ça. J'ai pas eu la vie que j'aurais dû, j'ai pas eu la vie que j'aurais pu, j'ai pas su la vie que j'ai eue, j'ai pas pu la vie que j'ai eue, j'ai pas cru la vie que j'ai eue, j'ai pas cru la vie que j'ai su, j'ai mordu la vie que j'ai eue, elle m'a mordu la vie que j'ai pu. Évidemment, tu te dis, bon nom de Dieu, ça va moins loin que les livres que je lis ou les livres que je fais. Bref, voilà, c'était ma chanson. On se la refait en rap. J'ai pas eu la vie que j'aurais dû, j'ai pas eu la vie que j'aurais pu, j'ai pas su la vie que j'ai eue, j'ai pas pu la vie que j'ai eue, j'ai pas cru la vie que j'ai eue, j'ai pas cru la vie que j'ai su, j'ai mordu la vie que j'ai eue, elle m'a mordu la vie que j'ai pu. C'est pas plus, point suivant. Dans les derniers carnets, il y a toujours eu cette question, j'en avais parlé à propos de mes homonymes, et puis cet homonyme préhistorien, et que souvent les gens comme ça restent à distance. L'écriture, la littérature, ça intéresse plus. Bon, c'est comme ça. Par contre, justement, avec nos petits YouTube, on revirus tout ça, et puis on se greffe là où qui nous attendent pas. C'est un peu volontaire. Mais il y a toujours ce truc. Ah, vous écrivez quoi? Après, tu te dis, mais si tu réponds sérieux, si tu réponds pas clown, mais que tu réponds sérieux, sur quoi tu as toujours écrit? Et j'ai eu tendance à dire, tu as toujours écrit sur tes peurs. Mais c'était trop facile. Après, j'ai compris, j'ai toujours écrit sur mes hontes. Après, tu cherches la liste des hontes. Tu fabriques la liste de tes hontes. Tu retombes dans des tout petits trucs d'enfance. C'est rien, quoi. Ça te ferait sourire à distance. C'est petit. Et en plus, c'est tellement petit que les autres se sont jamais même, eux, aperçus que toi, tu as eu honte de ça. Et pourtant, c'est cette idée de... Vous savez, c'est pas l'idée de culpabilité. C'est pas l'idée de... Rien à voir avec une psychologie. Et c'est pas forcément la trouille. La honte, elle serait première par rapport à la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est que la honte t'a
mis à l'envers par rapport au réel. La honte t'a mis à transformer en absurde ce qui était la scène ordinaire. Tu deviens un peu le laboratoire de toi-même, donc tu peux explorer la question de ta honte. En amont, loin en avant, la question de ta peur. Je crois que j'ai toujours fait ça, et que si j'ouvre ces expériences de carnet là, à la fiction, eh ben, c'est ça qui va me permettre d'être aussi la passerelle pour y entrer. Vous voyez comme à force de danser, je commence à être beaucoup plus à l'aise dans... C'est aussi de la fiction de soi-même. On s'arrête, on va finir. Juste un dernier point. Vous savez que les livres, quand ils se vendent pas, et puis en librairie, par exemple, un éditeur, quand sort pas ceux-là, ils sont très beaux. Didier Da Silva, Charles Cousty, Parking Peggy, j'en ai parlé, mais moi, par exemple, combien de fois tu reçois un mot du Seuil, d'Albin, voilà, ton Proust, on l'avait tiré à temps, on veut en garder, on l'avait tiré à 1500, là maintenant il nous en reste 900, mais on veut juste en garder 150, ça suffira pour les 2 ans qui viennent, surtout qu'on ne va plus rien faire jamais avec, et donc on en a envoyé 600 au pilon, ils sont obligés de nous informer, et puis ça fait que dans les notes de droit d'auteur, tout ça, bon, c'est pas grave, juste que nous, on commence à migrer dans d'autres pratiques. Mais donc le pilon, c'est pas simplement l'éviction globale, ce truc-là, c'est un processus qui est là où la... Mais donc le pilon, c'est un processus là où la gestion des stocks n'a pas été évidente pour leurs propres algorithmes numériques, mais tout simplement aussi parce que dans leur distribution, t'envoies des cartons aux libraires, c'est bien, ça fait gagner de l'argent de l'avance trésorerie. En attendant les retours, les libraires les sortent ou les sortent pas sur les rayons, et puis ça revient 3 mois après, etc. Mais donc, le pilon, c'est la phase conclusive d'un circuit matériel de mise en place et de retour qui, de toute façon, est absurde par définition. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce papier ? Alors, on en fait plein de choses, plein d'usages. Quand tu reçois un petit carton avec un petit bout de câble ou un petit disque dur ou un petit machin, le carton, il est fait avec du recyclé. Mais, donc dans ce sens-là, si vous prenez la masse de papier et que vous regardez tous les usages du papier recyclé, ce qui est dingue, c'est que dans notre société où il y a beaucoup moins de produits fabriqués, mais où il y a beaucoup plus de ces trucs par correspondance, livraison, tous ces chronopostes, UPS et tous ces machins-là, l'usage de l'emballage et du recyclé, c'est énorme. Par contre, prenez le problème à l'envers. Prenez le papier hygiénique. Bon, je pourrais aller vous chercher un rouleau. Non, j'y vais pas, tout le monde sait ce que c'est qu'un papier de rouleau hygiénique. Là, j'ai pot de sopalin qui me sert à faire l'écran, c'est pareil. Mais le papier hygiénique, vous voyez, le sopalin, pourquoi vous pouvez par exemple pas essuyer les verres de lunettes avec? C'est que c'est plein de fibres dures, hein. C'est des bouts pas de plastique, de machin comme ça, mais c'est abrasif. Et même si vous le prenez avec la main. Et c'est quoi la question du papier hygiénique? C'est que le papier hygiénique ne peut pas se permettre d'être abrasif. Vous trouverez sur ma chaîne une lecture des torches-culs de Rabelais. On n'est pas dans de l'ironie ou de la parole. Non, c'est que si vous prenez la question à l'envers, le papier hygiénique, lui, 170 millions de tonnes annuelles, eh bien, va être principalement fait de papier livre recyclé. C'est-à-dire, prenez la question dans un sens. Vous prenez le pilon et wow, vous avez des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de matériaux qui va être utilisé dans les emballages et tous ces machins-là. Mais prenez la question depuis l'objet cible, le papier hygiénique et sa nécessaire douceur, ce qui est dans Rabelais. Le papier hygiénique est fait de livres pilonnés. Quand vous prenez un livre, vous le broyez, pas ce beau livre. Quand vous le broyez, ensuite vous passez
à l'acide pour blanchir. Vous savez que l'encre, c'est de l'éthanol, donc c'est des petites gouttelettes d'éthanol qui sont immédiatement, qui vont s'évaporer et il ne restera que le vernis. C'est-à-dire l'éthanol s'en va, mais ce vernis va rester et c'est ce qui va permettre de travailler sur des papiers juste avec un 4% de chaud pour qu'il soit en partie imperméable et que la petite gouttelette d'encre, etc. Donc quand vous broyez le livre pilonné, il faut enlever en gros la chaux parce que le papier hygiénique, lui, il n'aime pas la chaux. La chaux, c'est fait pour dissoudre les cadavres. Et puis de l'acide pour enlever ce qui reste de ce vernis. Et donc à ce moment-là, vous avez cette espèce de pâte. Et avec cette pâte, on fait le rouleau dont vous vous nettoyez le cul. Et puis là, d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui reste après le broyage? Qu'est-ce qui reste après l'acide? Qu'est-ce qui reste quand tu prends cette pâte, que tu la reteintes un petit peu avec de la réglisse, ou alors ils la mettent carrément en rose, quand c'est jamais blanc parfait, et puis que vous la passez dans ces grands rouleaux qui refont comme ça des enroulages à toute allure. Est-ce qu'il est possible que dans le moindre rouleau de papier hygiénique, il n'y ait pas quelque chose qui soit resté, des mots qui ont été broyés, des mots qui ont été lavés? Et quand vous utilisez du papier hygiénique, essayez donc de penser à qu'est-ce que c'est les mots qui restent et ils viennent d'où? Ces mots avec lesquels, en ce moment précis, vous vous torchez. Et qu'est-ce que ça change de penser un petit peu à ça? Ben simplement à votre rapport au livre, à la question de cette économie du livre commercial, cette surproduction, 85 000 titres par an. Vous avez vu tout le bordel qu'ils ont fait sur la rentrée littéraire, 550 livres. Qu'est-ce qu'il en reste un mois après? Les 4 qui vont avoir le Goncourt et puis tous les autres. Bon, c'est fini. Retour, pilon, retour, pilon. Et puis vous, papier hygiénique, ce sera quoi? Ce sera rentrée littéraire. Ce sera jusqu'à Noël. Rentrée littéraire, rentrée littéraire, rentrée littéraire. Et ben, je crois quand même qu'on a le devoir de penser à ça pour être pris un petit peu au sérieux là, dans ce qu'on est en train d'inventer avec nos YouTube, tout ce truc là. Je prolonge pas, hein, parce que on pourrait en parler. Ce serait pas bien d'en parler trop. Toutes ces choses, elles sont petites. Il faut les garder petites. Faut pas chercher à mettre du poids sur ce qui n'en a pas. Ce serait presque une question essentielle de l'écriture littéraire, ça. À la semaine prochaine.